Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, le président Louis Boutrin a répondu par la négative à la demande des grévistes de la mise en place d'une médiation. La décision a finalement été rendue hier soir. Après plus d'un mois de blocage et de tension au PNM, aucune issue ne semble se profiler. Nouvelle mobilisation ce matin au sein du CHU de Martinique. Le collectif Chum Douvent Douvent a organisé des rassemblements d'1 heure devant plusieurs sites de l'hôpital public. Objectif, rappeler que le personnel reste mobilisé. Le deuxième atelier des assises de l'outre-mer a été organisé hier soir à Fort-de-France. Le thème choisi, favoriser le bien-être et l'épanouissement de la population martiniquaise. L'avenir des jeunes a été au cœur des débats. Et puis, toujours pour l'avenir des jeunes, la 7e édition du Forum Métiers et Carrières a été organisée aujourd'hui. Des filières qui recrutent ont été mises en avant. De nombreux ateliers ont permis de découvrir les différentes professions. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le conflit du parc naturel de Martinique continue. Le président Louis Boutrin a finalement répondu hier soir aux grévistes qu'aucune médiation ne serait mise en place. Après plus d'un mois de blocage, les non-grévistes réclament une issue rapide à ce mouvement qui crée de nombreuses tensions. Reportage de Guy Raphaël René. Voici la lettre par laquelle Louis Boutrin a refusé la médiation demandée par les représentants syndicaux CDMT et SGAFP-CGTM. Une fin de non-recevoir qu'il explique par l'illégitimité des deux syndicats dans la formulation de leur requête. On ne peut pas aujourd'hui accepter une médiation qui demande de remplacer les représentants, les délégués du CHSCT, à savoir CFDT et FO. Deux, nous avons une demande qui est faite d'annulation du licenciement. Or, M. Brittmer a enfin introduit un recours auprès du juge administratif. Je dois répondre dans les jours à venir avec mes conclusions. Et enfin, le troisième point concerne le management. Il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause ce management. C'est ce qu'il demande. L'autorité territoriale ne va pas se défaire de ses prérogatives. De leur côté, les deux syndicats qui soutiennent les grévistes restent mobilisés sur le piquet de grève devant les locaux du parc naturel, sans entrave à la circulation. La demande de médiation était pour eux une manière d'ouvrir enfin les négociations en vue d'une fin de conflit. M. Boutrin fait durer la grève par son refus de la seule façon qui existe pour sortir d'un conflit, à savoir la négociation. Nous avons proposé une négociation avec un médiateur pour faciliter les choses. Même ça, il ne veut pas. Donc, il est totalement responsable de la poursuite de cette grève. Il faut vraiment que ceux qui lui donnent des ordres ou ceux qui le contrôlent eh bien, disent que ça suffit. Il faut qu'on prenne la voie de la sagesse. Au milieu de ce bras de fer, la CFDT, syndicat majoritaire au parc naturel de Martinique, a été observateur jusqu'à maintenant dans le conflit. Aujourd'hui, le délégué syndical prend la parole pour la première fois depuis le début de la grève. Il est vrai que ce syndicat n'est pas représentatif et probablement que M. Boutrin, encore une fois, a la légitime raison de répondre dans ce sens. Il s'avère néanmoins que l'intérêt général doit effectivement être prioritaire et de ce fait, il serait intéressant que les syndicats puissent de nouveau se rencontrer et pour pouvoir essayer de trouver une issue à ce conflit. On appelle d'ailleurs les membres de la CDMT à se rapprocher de nous pour que nous puissions effectivement travailler ensemble
intelligemment pour trouver une sortie à ce conflit. En attendant que les choses évoluent, le conflit qui a débuté le 11 octobre dernier perdure maintenant depuis 40 jours. Autre mouvement qui ne faiblit pas, le collectif Chum Douvan Douvan a organisé des rassemblements ce matin devant les sites de Pierre Zobda-Kitman, MFME et Clarac. Une mobilisation d'1 heure pour informer sur la situation critique de l'hôpital de Martinique. Pour rappel, le collectif réclame des effectifs pour répondre aux besoins de la sécurité et à la qualité des soins, des travaux d'humanisation des bâtiments vétustes, le paiement des fournisseurs et le financement d'un système d'information moderne. Une nouvelle mobilisation pour montrer la détermination du collectif avant la rencontre prévue le 29 novembre prochain. Une délégation sera reçue au ministère de la Santé. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Ce que nous expliquons dans le dossier que nous avons préparé à l'intention du ministre et qui pourra servir également pour les inspecteurs généraux des affaires sociales qui vont prendre en main les destinées de notre établissement, c'est que nous avons quelques raisons de penser que le bas âge de notre financement n'est pas adapté à notre situation. Les raisons sont techniques un peu complexes, mais qui sont parfaitement expliquées. Le deuxième point sur lequel nous souhaitons attirer leur attention, c'est que cette situation ne date pas d'il y a 3 ans. Hein. C'est une situation qui remonte à plusieurs dizaines d'années et qui est liée au fait que le financement de l'hôpital, que l'on soit en budget global ou que l'on soit à la tarification à l'activité, n'est absolument pas adapté à notre situation d'une île isolée au milieu de l'Atlantique, avec une population précaire, un système de missions qui ne sont pas toutes financées. Bref, nous avons quelques raisons de penser que nous ne recevons pas les budgets suffisants. Et de nouvelles mobilisations sont prévues demain sur les sites de Mangovulsin, Trinité et au centre Emma Ventura. Le deuxième atelier des Assises des Outre-mer a été organisé hier soir à Fort-de-France. Le thème choisi, favoriser le bien-être et l'épanouissement de la population martiniquaise. L'accent a été porté sur la jeunesse au cœur de l'évolution de la société. Ils étaient environ 40 jeunes à échanger hier soir au Cloud et Loïc Régis était sur place. Regardez. Nous avons donc des jeunes pour la maîtrise de cet outil-là, c'est ça? C'est-à-dire que vous gardez certaines réserves, ce qui est diffusé, c'est ça? Cédric est un jeune militant associatif, mais aussi un demandeur d'emploi. Il a été invité pour partager son expérience. Pour lui, ces ateliers peuvent faire avancer les choses. C'est une façon pour nous de vraiment échanger nos points de vue, échanger notre regard que nous avons donc dans notre société. Et c'est une façon pour nous de vraiment, on va dire entre guillemets, s'élever, mais c'est clairement histoire de ne pas trop noircir le tableau et voir si les opportunités existent vraiment au pays ou pas. Échanger des points de vue et trouver des solutions à travers des questions simples. Institutions, associations ou particuliers se retrouvent autour d'une même table. Pas toujours facile de s'entendre. C'est vrai que ça permet de voir aussi les regards de chacun, parce que c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots, sur la sémantique, mais on a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que nos jeunes puissent trouver des solutions en termes d'emploi demain. C'est-à-dire comment nos jeunes pourraient devenir autonomes. Et devenir autonome, c'est devenir autonome d'abord financièrement et après se construire une vie. La jeunesse martiniquaise au cœur des discussions. Selon ce sociologue, cette tranche de la population reflète à elle seule tous les maux d'une société. Sécurité, chômage, éducation ou encore économie. Notre jeunesse, elle est en train de sortir de cette place centrale qu'elle devrait avoir. Et donc, moi, personnellement, je veux entendre un peu plus la jeunesse pour comprendre, parce que le seul argument de l'emploi ne suffit pas à expliquer la massivité des problèmes de départ de jeunes. Il y a d'autres facteurs. Les Assises des Outre-mer, une consultation de masse, un temps de réflexion où chacun peut s'exprimer et participer aux décisions futures. Une opportunité visiblement appréciée des Martiniquais. Ils se prennent au jeu, ils sont intéressés par la démarche. Et moi, effectivement, je me félicite qu'ils soient les plus nombreux à répondre. Il faut le faire jusqu'au bout, il faut continuer à aller sur le site des Assises de l'Outre-mer. Parce que plus les Martiniquais s'exprimeront, au mieux leurs projets seront reçus et auront des chances de se concrétiser. Prochaine thématique avec l'atelier numéro 5, intitulé « Vivre en toute sécurité ». Risques naturels et sécurité routière seront alors au centre des débats.
Et justement, les jeunes ont pu se projeter dans l'avenir avec le Forum Métiers et Carrières organisé aujourd'hui. Une 7e édition organisée conjointement par l'Université des Antilles, le groupe Bernard Ayotte et Contact Entreprise. De nombreux ateliers et conférences ont été proposés toute la matinée autour de différentes filières. Un rendez-vous qui a surtout permis de mettre en avant les métiers qui recrutent. Reportage d'Anaïs Gall. Témoigner de son expérience pour encourager la jeune génération. J'ai eu mon bac économique et social. Ensuite, j'ai eu un BTS comptabilité. Ensuite, j'ai passé à l'époque, le temps passe, l'ancêtre, on va dire, du DCG, le DECF. La comptabilité, une filière porteuse en Martinique. Pourtant, ces dernières années, les candidats à l'embauche sont de plus en plus rares. Alors les professionnels du secteur souhaitent reconquérir les étudiants. On peut se retrouver avec des difficultés à pouvoir faire venir des jeunes dans cette filière, tandis qu'il y a un vrai besoin et à notre niveau expert comptable. Donc on essaye effectivement lors de manifestations telles que cela de ramener un petit peu cette jeunesse martiniquaise à nous. Jordan Estripo l'a d'ailleurs bien compris, développeur de l'apprentissage au CFA, il vient faire du repérage pour orienter ses élèves vers les emplois d'avenir. Aujourd'hui, on a parfois des difficultés à trouver des débouchés. On est souvent amené à les conseiller à quitter le territoire, ce qui est vraiment dommage, voire dangereux. Donc, quand on a des opportunités, des filières qui sont porteuses et qui sont bien structurées, puisque vous pouvez commencer avec le bac pro comptabilité et finir avec un diplôme d'expert comptable qui est de niveau bac plus 8. Donc c'est important d'être là et de voir qu'il y a encore des messages d'espoir pour notre jeunesse. Dans cet amphithéâtre, on parle nouvelles technologies. Désormais, le numérique n'est plus la chasse gardée des informaticiens, mais concerne toutes les professions. On parle d'ubérisation, on parle de nation de freelance, on parle de précarisation des fois, on parle d'automatisation, on parle de nouvelles compétences. Donc il y a plein d'enjeux qui sont liés à la façon dont on travaille, à la façon dont on est organisé dans les entreprises et qui en a pas que aussi même sur l'organisation de la société, qui est lié directement au digital, qui est lié à tous ces outils qui envahissent notre univers personnel mais aussi professionnel. Et on est là pour parler en particulier de ces impacts-là dans le monde du travail. En tant que jeune étudiant au cours de ses études, quelles compétences je dois acquérir, quelles attitudes je dois avoir par rapport à ma formation initiale, à ma formation continue, par rapport à mes candidatures, mes différentes candidatures, comment je vais construire mon CV, mon employabilité dans le monde de demain. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un CV avec vous? Pour Swan, ce n'est pas un problème. Étudiant en 3e année d'école de commerce dans le secteur du marketing digital, il vient rencontrer des employeurs pour décrocher un stage et est convaincu d'avoir choisi la bonne voie. Dans peut-être 10 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais d'autres métiers qui vont naître et que ces métiers vont tourner autour de tous ces axes de communication et qu'il faut vraiment, c'est le moment de s'enclencher dedans pour pouvoir vraiment suivre au mieux la mutation de tous ces postes. Chaque année, l'événement attire 500 à 600 étudiants issus de l'Université des Antilles ou d'écoles de commerce en Martinique. Un vivier de recrues pour les entreprises. Il y a une grosse partie des étudiants qui viennent nous demander des conseils, ne serait-ce que sur leur CV, sur leur recherche d'emploi. Donc il y a une partie conseil et accompagnement, un petit peu coaching des étudiants. Et aussi, nous, on récupère un certain nombre de CV sur des demandes de stage. Et ensuite, on orientera en fonction du domaine recherché et puis de la filiale, pour voir si ça correspond à nos besoins et si on peut leur offrir l'opportunité de stage. Un partenariat fructueux entre l'université et le groupe GBH. La preuve, 1300 étudiants décrochent un stage chaque année. L'initiative va d'ailleurs être prolongée pour 5 ans. Autre projection dans l'avenir pour nos jeunes, mais cette fois-ci pour bien vivre dans notre île. Les élèves du lycée professionnel Joseph Dumas ont visité ce matin la première déchetterie réservée aux professionnels de Martinique. Une journée porte ouverte organisée sur l'écosite pour sensibiliser à la gestion des déchets. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, une problématique très importante chez nous. Voyez les réactions recueillies par Anaïs Gall. Savoir faire le tri chez soi, c'est important, car même les huiles alimentaires, comme après les fritures, il faut mettre dans des bidons et les stocker afin que les entreprises comme SOS Déchets puissent les récupérer et les traiter. Pour nos plages, pour nos rivières, c'est très important afin de conserver et protéger notre environnement. J'ai pu
découvrir des nouvelles filières que je ne connaissais pas en assainissement, donc c'est très intéressant. On essaye de subvenir aux besoins des activités professionnelles en matière de traitement des déchets, telles que les activités peintres, garagistes, etc. On a des unités qui sont uniquement pour le reconditionnement ou le pré-traitement des déchets pour nous faire gagner en volume pour l'export des matières dangereuses direction l'Europe, la métropole notamment. Nous avons aussi des unités comme vous avez parlé, par exemple station d'épuration physico-chimique, traitement du recyclage d'eau et centrifugeuse à hydrocarbures qui nous permet donc de traiter aussi les résidus et les déchets provenant de chez nous, puisque forcément nous sommes une plateforme, nous avons des résidus, des eaux pluviales, et tout ça va partir dans des canaux, et c'est traité pour être rejeté en milieu naturel au plus propre que possible, analysé et surveillé par les autorités de l'environnement de la Martinique. Et la Guadeloupe s'intéresse également à l'avenir de ces jeunes. Une rencontre a été organisée aujourd'hui dans le cadre de la semaine école-entreprise entre des lycéennes et des femmes ingénieurs. Objectif, susciter de nouvelles vocations. Reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Elles bougent, elles sont ingénieures, elles veulent transmettre leur passion et susciter des vocations. C'est tout le sens de la rencontre qui a eu lieu ce matin au lycée de Pointe-Noire. Première promo qu'on a eue à l'école d'ingénieurs, dans formation d'ingénieurs matériaux à l'Université des Antilles, il y avait 90% de femmes. Il y a de plus en plus de femmes ingénieurs, donc cette place est de plus en plus reconnue. Donc moi j'ai commencé à travailler effectivement aux États-Unis où les choses étaient un peu différentes, où il y avait un petit peu plus de femmes, mais il y a toujours plus d'hommes dans ce genre de métier. Travailler quand on a très peu de femmes dans un groupe d'hommes, en général, on est très bien traité. Un parcours qui a impressionné les collégiennes intéressées par les sciences, mais indécises sur leur avenir. J'avais déjà prévu autre chose, mais c'est une filière très intéressante. C'était pour découvrir une nouvelle filière, STI 2D, et pour voir ce qu'on faisait dans cette filière par rapport au métier qu'on veut faire. Le métier d'ingénieur peut être un métier très constructif et intéressant. Les hommes et les femmes n'ont pas la même perception. Mon père est mécanicien. Ouais. Et depuis toute petite, j'ai toujours aimé les automobiles. Je vais faire ophtalmologue et ça peut toujours me servir pour me guider, pour les lunettes, les yeux. Ça peut toujours être un plus pour moi. Mais il y a plusieurs femmes qui ont peur d'être ingénieures parce qu'elles croient qu'elles sont inférieures aux hommes. En Guadeloupe, à l'Université des Antilles, les formations dispensées sont adaptées au territoire. Les domaines comme les énergies renouvelables, la construction, la conception de systèmes ou encore le développement des matériaux résistants à nos aléas climatiques sont étudiés. Le recrutement se fait sur dossier et parmi les meilleurs. On participe par exemple aux manifestations Sciences pour l'ingénieur au féminin, organisées par l'association Elle Bouge. Donc on est systématiquement à toutes ces organisations. On participe au salon, le salon des étudiants. On envoie nos ingénieurs qui ont réussi aussi se présenter et participer à des salons parce que c'est important justement de montrer que la femme, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas rentrer dans des filières scientifiques et qu'elle ne puisse pas réussir à devenir ingénieure. Il reste encore beaucoup de place à prendre pour les femmes dans les formations ingénieurs, mais c'est quand même... Là, on voit quand même dans nos formations, on voit un changement progressif et les femmes prennent de plus en plus part aux formations scientifiques et aux formations ingénieurs en particulier. Même si toutes les élèves, car c'était destiné aux jeunes filles, n'avaient pas l'intention de se diriger vers une carrière d'ingénieur, elles savent que c'est possible. Toujours en Guadeloupe, Air France a inauguré cet après-midi sa liaison entre Atlanta et Pointe-à-Pitre. Et c'est en grande pompe que l'aéroport Paul Caraïbe a accueilli les premiers passagers de cette nouvelle ligne. Objectif, fidéliser cette clientèle américaine. Reportage de Linda Kersi. Cet après-midi à Paul Caraïbe, ambiance colorée. Objectif, séduire les tout premiers passagers en provenance d'Atlanta. Rien que la destination Guadeloupe fait déjà son effet. Pensons que vraiment cette ligne va se développer de façon positive, étant donné que la ville d'Atlanta est une ville historique et la maison de Martin Luther King, et que les îles de Guadeloupe ont vraiment un gros potentiel aussi historique. On espère vraiment accueillir, il pense couvrir la Guadeloupe avec son média auquel il est associé de façon plus large et espère vraiment voir beaucoup d'Américains de Atlanta venir sur les îles de Guadeloupe. C'est la compagnie aérienne Air France qui offre à la Guadeloupe ses nouveaux passagers nord-américains, mais également à la population locale, à des prix compétitifs.
Nous allons lancer dès demain matin un tarif spécial à 344 € vers Atlanta, 394 € vers Boston, vers Washington, Chicago, New York. Donc vraiment des tarifs très intéressants. Nous ouvrons à raison de 2 vols par semaine une nouvelle destination, Pointe-à-Pitre Atlanta. Au-delà du vol Pointe-à-Pitre Atlanta, l'idée c'est vraiment de connecter le hub de Pointe-à-Pitre au hub de Delta et de pouvoir ainsi connecter vers plus de 60 villes aux États-Unis. Autant de desserts aux couleurs des Antilles, dès l'assiette notamment avec des plats signés Babette de Rosière. Aujourd'hui plus que jamais, le marché de l'Oncle Sam est très convoité pour faire de la Guadeloupe une destination prisée. Vous savez que les Américains dépensent à peu près 30% de plus qu'un Français. Donc le marché américain, il est crucial pour le développement de notre économie. Et puis Atlanta, c'est le plus gros hub des États-Unis. C'est plus de 1000 avions par jour. C'est vraiment une envolée et on espère qu'effectivement la croissance qu'on connaît actuellement sur les USA, qui est plus 25% par an, va continuer. Et on espère donc que d'ici 2020, que le trafic vers les États-Unis va représenter plus de 10% du trafic de Pôle Caraïbes. Un pas de plus vers les 1 million de touristes d'ici 2020 et 1 milliard de chiffre d'affaires, attendu par la région Guadeloupe à travers son plan d'action de développement touristique. Aujourd'hui, notre parc hôtelier doit être prêt. Et c'est vrai que la région subventionne, encourage les partenaires hôteliers à monter en gamme, puisque nous visons un public anglo-saxon et ce public est habitué à de l'excellente qualité. Cette nouvelle liaison aérienne entre la Guadeloupe et les États-Unis est un nouveau coup d'accélérateur économique pour le secteur touristique. Direction la Guyane maintenant avec le Salon du Livre International qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Cayenne. Une nouvelle édition consacrée cette année aux auteurs qui parlent de musique. Plus globalement, Jonathan Larios s'est intéressé à tous ces auteurs qui défient le monde du numérique. Regardez. Parmi les stands du Salon du Livre, celui de Guy à lire accueille Jean-François Tiffiou. Cet écrivain s'est lancé dans l'écriture de l'histoire d'une femme rejetée par l'État français vers le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Une histoire pleine d'émotions, d'autant plus que pour François Tiffiou, le personnage principal est son arrière-grand-mère. Je suis tombé par hasard sur un document qui était un acte de mariage où Marie-Corentine Carillou, donc l'héroïne de mon roman, autorisait son fils, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, à se marier. Sauf que sa profession était blanchisseuse et qu'elle vivait à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour une Bretonne, c'était un petit peu particulier. J'avais jamais entendu parler de cela et je ne savais absolument pas que quelqu'un de ma famille avait fini ses jours en tant que femme reléguée dans les bagnes de Guyane. Donc ça a été vraiment pour moi une découverte et à partir de là j'ai remonté le fil, j'ai essayé de retrouver tous les documents officiels me permettant de valider cette histoire. Ça m'a pris 2 ans et demi et le résultat c'est ce roman de Quimper à Cayenne, le singulier destin d'une Bretonne. Pour un premier jour, la 10e édition du Salon du Livre n'attire pas les foules. Dans une société où la technologie prend le pas sur le livre papier, l'événement se pose comme irréductible et résistant encore et toujours à l'envahisseur technologique. Vous me parlez du livre en tant qu'outil. Alors l'outil est multiple aujourd'hui. L'outil peut être informatisé, numérique, numérisé. L'outil peut être aussi traditionnel comme nous le connaissons. Nous connaissons le livre sous forme papier. Je pense que cette forme ne disparaîtra pas. Tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que nous pouvons nous adapter à de nouvelles formes de lecture. Ça, c'est possible. Nous sommes là, nous, en tant qu'intervenants, pour multiplier justement les accès à la lecture. Donc l'outil informatique, l'outil numérisé ne nous gêne pas, au contraire, il nous aide à accomplir notre mission, c'est-à-dire faire découvrir le livre au plus grand nombre. Le salon ouvre ses portes pour 4 jours. Plusieurs rencontres, dédicaces et conférences font partie du programme, sans oublier la possibilité de découvrir sur place le livre dans tous ses états. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du grand rendez-vous fixé ce vendredi au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire, une programmation lyrique présentée dans le cadre de la 6e édition du prix Marie-Alice André Jacoulet pour les jeunes issus des quartiers difficiles. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera d'un rendez-vous avec 2 grandes pointures sur scène. Des chants lyriques avec Caribe Opéra et des récits autour de la carrière de Christine Eda-Pierre. C'est la programmation proposée ce vendredi au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Un rendez-vous auquel participeront quelques collégiens de Martinique qui se sont traînés pour cela. Pour en parler, nous recevons Catherine Marceline. Bonsoir à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous animerez la conférence sur Eda Pierre, qui est martiniquaise et qui a fait carrière dans l'opéra. Alors, dites-nous en plus, que va-t-il se passer dans cette conférence? Donc, Christiane Eda Pierre, effectivement, est martiniquaise. Elle est issue de deux grandes familles, les Achille et les Nardal. Elle est partie faire carrière dans l'opéra à Paris dans les années 50. Et nous allons raconter sa vie. Et en même temps, entrecoupé avec des morceaux d'opéra, des grands airs d'opéra qu'elle a chantés durant toute sa carrière et qui seront repris par des artistes lyriques, dont certains ont été ses élèves. Très bien, donc un rendez-vous pour susciter, pourquoi pas, des vocations. Absolument, c'est également le but. C'est montrer effectivement sa carrière qui a été emblématique, vraiment le parcours d'excellence qui a été le sien, pouvoir montrer des talents de Martinique, Guadeloupe et Guyane, qui sont ces jeunes artistes lyriques qui aujourd'hui se produisent sur toutes les scènes du monde, et effectivement faire mieux connaître l'art lyrique, qui pourtant est une tradition chez nous, puisque l'art lyrique date pour nous de la tradition du théâtre de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, et donc susciter des vocations chez les jeunes. Alors, je l'ai dit en vous présentant, il y aura également de grands moments d'opéra au-delà de la conférence. Oui, tout à fait. Plus. En fait, nous allons entrecouper les moments de conférence où je vais présenter sa vie, sa carrière, par des chants, donc qui seront interprétés par ces artistes du Caribe Opéra, et qui vont reprendre de grands morceaux qu'elle-même a chantés durant sa carrière, durant ses 40 années de carrière. Alors, pour donner une idée aux téléspectateurs qui nous regardent, on va regarder un extrait des spectacles que vous proposez, que vous aviez proposés à l'année scolaire dernière. On regarde. Tout à fait. Alors, en plus de ces grands rendez-vous de chant lyrique, il y aura également des collégiens qui réciteront des poèmes. Alors, est-ce que ça a été simple de les intéresser au monde de la poésie, du chant lyrique ? Oui, en fait, ils sont très curieux. On a tendance à penser que les adolescents ne s'intéressent à rien, c'est faux. Et donc, quand on arrive à... Surtout aux poèmes et au chant lyrique. Mais ils arrivent à s'intéresser. Il suffit de pouvoir, à un moment donné, leur ouvrir les potentialités pour eux-mêmes. Et donc, oui, ils ont adhéré avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, ils sont un petit peu angoissés à l'idée d'intervenir sur scène pour la première fois. Donc, ils vont réciter des poèmes, lire des textes, des extraits. Et je pense que pour eux, c'est une expérience effectivement très enrichissante. Et puis, ça va leur ouvrir beaucoup d'horizons. Alors, qui sont ces jeunes qui seront sur scène? Vous les avez sélectionnés comment? Alors, en fait, nous travaillons. Notre association, l'association que je représente, qui est le Club Soroptimiste de Fort-de-France Alizé Sud, travaille, puisque ça fait partie de nos actions, de nos buts, travaille avec des collèges qui sont issus de zones dites prioritaires. Et donc, nous travaillons avec certains établissements et nous avons choisi des collégiens de ces établissements qui interviendront, donc qui se sont préparés avec certains de leurs enseignants, qui ont pris sur leur temps pour le faire, et donc qui ont accepté spontanément d'être dans cette manifestation qui est produite par notre club. Et il faut préciser également que cette soirée rentre dans le cadre de la 6e édition du prix Marie et Alice André Jacoulet, qui récompense justement les jeunes de 3e des zones difficiles. Les fonds récoltés serviront justement à financer ces récompenses. Tout à fait. Alors, Marie-Alice André Jacoulet était une soroptimiste. C'était une femme qui a vraiment œuvré et milité pour l'éducation, la transmission aux jeunes. Et donc, nous avons créé ce prix qui permet de doter des jeunes, de leur donner des équipements informatiques pour poursuivre leur scolarité. Des équipements informatiques comme des tablettes, des ordinateurs portables qu'ils ne pourraient pas acquérir autrement. Et donc, cela leur permet de pouvoir achever une scolarité en collège d'abord et ensuite en lycée et de pouvoir accéder à un peu plus, je dirais, de potentialité de savoir. Des récompenses qui leur seront remises ces à la fin de l'année scolaire, c'est ça ? Donc la soirée qui va avoir lieu vendredi permet de récolter des fonds et ces fonds permettent donc d'acquérir ce matériel et il leur est remis lors des cérémonies de remise de prix qui ont lieu en général en fin d'année scolaire dans les établissements. Donc nous allons dans les établissements pour leur remettre ces prix, leur expliquer ce qu'est le Soroptimisme, ce qu'est cette action engagée pour l'éducation des jeunes, des femmes et qui était effectivement Marie-Alice André Jacoulet qui a œuvré dans ce sens.
Alors, on rappelle, hein, pour ceux qui veulent, en plus de s'évader, pouvoir participer au financement de ces récompenses pour les jeunes qui sont issus des quartiers difficiles. Le rendez-vous, c'est ce vendredi. Ce vendredi, 24 novembre, à 19h30, au Grand Carbet. Les billets sont en vente actuellement dans différents points de vente, également sur Internet, sur monipass.com. Et vous pouvez, dès 16h, le jour même, pouvoir vous procurer ces billets au Grand Carbet. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis bon spectacle, bon show. Allez, c'est le moment de passer tout de suite à notre JT des communes. Hugues Charlec et Sarah Corinne Emmanuel sur la même scène pour un spectacle entre chant et théâtre. Cela se passe ce samedi au Grand Carbet, justement. 2 séances sont programmées à 16h et 20h. Elles sont présentées par le SDAM et la compagnie Il Aimé. Hubert Bornil et Michelet François vous la présentent. Regardez. En bas, la Diran, Saint-Joseph, Marathon en son. On est chez Hugues Charlec. Il est en compagnie de Sarah Corinne Emmanuel. C'est l'une de leurs toutes dernières répétitions des Métamagnoc qu'a joué Banon. Hugues Charlec est le musicien au texte engagé que l'on connaît. Souvenez-vous de Des coups de couteau, Phil Emmanuel. Sarah Corinne Emmanuel n'est plus à présenter. Son parcours théâtral est plus qu'éloquent. Mais qui s'annulait et cherché. Le cap est fixé pour ce concert portant le thème des Métamagnoc et puis musique fondoc. À ce paraît moins pas belle encore, à ce paraît où les quitter moins, à ce paraît moins c'est où cachoy, depuis des mots qu'a négligé moins, et cependant moi toujours travail, pour moi t'es bon tout ça ou télé, et j'ai dit où c'est un gros monsieur qui a quitté moins, sacré canaille. Petit spectacle, enfin partie moi, nous avons aimé qui s'annulait, et t'as Charlec qui a ça cherché. Alors, je comprends qu'on a fait un genre de phrase, de paraphrase, un bagage, mais qui s'annulait, ou à chercher, ou bien, ou à chercher s'annuler, etc., etc. Et puis, c'est vous qui dire, non, des Métamagnoc, parole fondant. Métamagnoc, c'est plutôt un bagage qui joue la caille nous et puis qui pour talent, quoi. Donc, si on a Métamagnoc, parce qu'il a supposé que ça aura fait ni peut-être ni moins fausse, parce que Métamagnoc, c'est mon qui ni fausse, hein. Nous, c'est des artistes comme tout le monde, nous travaillons sur d'autres qualités comment. Nous travaillons, nous peine la vie à peut-être d'autres coulées. Depuis grand-maman nous, depuis grand-papa nous, depuis déportation nous. Depuis grand-maman nous, depuis grand-papa nous, depuis déportation nous. Vous avez des référents vous-même, vous prenez des référents comme papa, comme Mona, comme des grands ici, Fanon, Césaire, Gilbert Gassion, des boucs comme ça, quoi. Et puis finalement, on dit comme ça, comment je rentre en G, Ultime répétition du groupe avec nos deux Métamagnoc. À tel adiron, la anti-gilim, anti-citron, anti-sirop, c'est comme ça que ça va passer. Il faut que tout le monde en là, en bas couilla, samedi. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont prévues demain à Fort-de-France, au centre-ville, à Terre-Saint-Ville et à la route des religieuses de 20h30 à minuit. Information pratique également à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du RSMA à Gondo. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani. À tout de suite.